une petite chose. Alors, TSR1, France 2, TF1, ouais, non, c'est bon. Non, on est tranquille, il n'y a rien de bien à la télé ce soir. Rassurez. Non, je veux dire, merci d'être là, hein. Mais en même temps, on loupe pas grand-chose. Et en général, pour ce qui concerne les programmes télé, on loupe rarement grand-chose. Non, je veux dire, à part des concours pour devenir pâtissier, boulanger, cuisinier, danseur, humoriste, chanteur, ça va, quoi. Et encore, c'est rien. Si à la question « Pourquoi désirez-vous faire cette émission ?», tous les candidats ne répondaient pas systématiquement « Ben, j'ai envie que mes parents soient fiers de moi. » Ou alors « Je veux prouver à mon père que je peux chanter. » Moi, j'ai envie de lui dire « Ton père, tu le vois tous les matins dans la salle de bain, prouve-le lui à ce moment-là que tu sais chanter. Pas besoin de monter à Paris, franchement. » Par contre, alors, il y a une émission où les candidats ne viennent pas pour faire plaisir à leurs proches, c'est L'amour est dans le pré. Belle émission, hein, L'amour est dans le pré, qui permet donc à de nombreux agriculteurs de rencontrer l'amour. Et c'est vrai qu'il y a des tonnes de moments très romantiques et très intimes, partagés avec 20 millions de téléspectateurs, certes, mais quand même. Et alors moi, un moment que j'aime beaucoup, c'est celui du speed dating. Alors évidemment, en tant que téléspectateur, on n'assiste pas à toutes les rencontres, parce que c'est quand même pas mal répétitif. Donc en général, l'agriculteur demande « Ouais, et sinon, toi, tu recherches quoi dans le couple ?» Et là, à tous les coups, la réponse est la même. Moi, j'ai envie de te dire que je recherche la confiance, et puis la communication, et alors beaucoup de dialogue. Ouais. Pour moi, c'est d'abord la communication qui prime, et puis la confiance, et puis alors le dialogue en général. Ouais, moi je dirais d'abord le dialogue, la communication en général, et puis la confiance. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y a toujours une intrus qui lance le sexe. Oui, parce que le sexe est un sujet qui marche très très fort aussi dans l'émission. Oh. Alors chez les jeunes, c'est plutôt la fille hein, qui aborde le sujet pour draguer l'homme et qui fait ouais, moi je pense quand même que le sexe c'est 80% de la relation. Ouais. Après il y a tout le reste, hein, mais je dirais bien 80, 85%. Chez les vieux, c'est l'inverse. Donc c'est l'homme qui pose la question et qui fait dis donc, les petits câlins. T'aimes bien ça, les petits câlins? Alors après, très grand moment, l'agriculteur ne choisit pas une, mais bien deux prétendantes pour venir passer 6 jours chez lui. Après ça, certains se demandent encore comment M6 arrive à faire des records d'audience. T'imagines quand même le producteur en train de préparer l'émission. Ok les gars, j'ai une super idée, on s'y met, hein? On va foutre 3 personnes dans la même ferme, dont 2 qui se battent pour conquérir le cœur du 3e, tout en sachant pertinemment que celui-ci a un coup de cœur évident pour celle-là, hein? Entre deux, vous me foutrez 2 vaches, 3 cochons, 4 moutons, les gens, ça va les éclater. Allez, on y va. Alors, si ça, c'est pas la recette pour un succès télévisé, ça fait quand même 25 ans qu'ils y arrivent avec Top Model. Ils peuvent bien nous faire chier encore un moment, avec l'amour et le prêt. Non mais ça, c'est le truc fou aussi. Si je vous dis Top Model, vous allez tous me dire « Oh non, arrête, quelle connerie, franchement, non, je le regarde jamais. » Mais si je vous dis qu'Eric n'est plus avec Stéphanie depuis que Ridge a quitté Brooke suite au 3e décès de Taylor, qui d'entre vous ne voit pas de quoi je parle? C'est bien ce qui me semblait. Non, moi franchement, je l'avoue, j'aime bien ces séries télévisées américaines un peu cucu, et voilà. C'est vrai que c'est pas d'un haut niveau intellectuel, mais ça fait du bien et ça divertit.
Non, parce que j'ai vu certaines pièces de théâtre qui se veulent de haut niveau. Eh ben, merci bien. J'ai été récemment avec une prof de théâtre, voir une pièce qui s'intitulait « Le cafard et le papillon ». Le mot est bien choisi. Quel cafard! Imaginez deux hommes qui rentrent en scène en gilet de sauvetage et masque à gaz. Étant donné que la pièce s'intitule Cafard et papillon, d'instinct, là tu te dis, eux, ça doit être les cafards. Donc là déjà, deux cafards en masque à gaz. Tu sens que tu vas passer un bon moment. Et les cafards se mettent à dialoguer entre eux. Le tout, évidemment, en version originale. Entre ensuite le papillon, qui malheureusement n'a plus d'aile, mais qui essaye quand même de voler tout en dialoguant avec les cafards. Quand tu sens que ça pourrait pas être pire, arrive l'ange de la mort avec sa faucille qui vient tuer le papillon. Petit détail là aussi, il a un début de Parkinson à la tête. La pièce s'arrête. Toi, tu te lèves, tu applaudis. Et là, ma prof me dit « Alors, Sarah, tu en as pensé quoi ?» Moi, je voulais pas passer pour une nulle. Je lui dis « Ah oui, c'est très très fort. » Non, on sent toute la torture kafkaïenne des personnages. Non, parce que j'aime bien faire mon intello de temps en temps. En même temps, avec moi, on a vite fait le tour. Et c'est vrai que de toute façon, les trop intello, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je vois par exemple, quand je dis que j'étudie l'italien, ah non. Non, je suis désolée. On m'a conseillé de ne pas reparler de l'italien. On m'a dit, écoute, Sarah, c'est un petit peu trop répétitif. Et c'est vrai. Enfin, moi, ce que j'avais à vous dire, c'est un petit truc, hein. Pas long du tout, hein. Alors, je sais pas si vous voulez que je... Eh bien, devant la foule en délire, comment résister? Donc, quand je dis que j'étudie l'italien, il y a souvent un grand intellectuel français qui ne parle pas un mot d'italien, qui a un accent à couper au couteau, qui me dit « Ah bon, Sarah, tu étudies l'italien? Tu connais Dante? Nel metodo del cammino di nostra vita vi ritrovai per una selva oscura che la tirita via era simarita. » Alors, à part le fait que tu sais pas trop quoi lui répondre, au moins l'attitude est positive. Parce que l'autre réaction quand tu dis que tu étudies l'italien, c'est plutôt... Ah bon? T'étudies l'italien? Mais l'italien, mais y a rien à étudier. Tu mets les i et les o à la fin des mots, tu parles italien. Parlons italiano. Ah oui? Et ça veut dire quoi? La tua opinione fa schifo. Tua opinione fa schifo. Ton opinion fait du schifo. Mais voilà. Et c'est vrai que finalement, quand tu dis que tu étudies l'italien, c'est pas toujours très positif. En ce moment même, j'ai un blanc sur scène. Je ne me rappelle plus ce que je dois dire. Donc quand je dis que j'ai étudié l'italien, voilà ce que je vous dis après ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, quand on me dit ton opinion fait du ski, moi je réponds non. Quand on me dit qu'il n'y a rien à étudier, je réponds jamais ça. Non, j'ose pas. Moi, je fais ce que j'appelle mon sourire de Miss. Oui, parce que vous avez remarqué que les Miss, elles doivent sourire en permanence. Seulement, quand elles sont éliminées, elles ne peuvent pas s'empêcher de laisser transparaître tout un dialogue derrière leurs lèvres. Ah,
Bravo. J'y crois pas qu'ils ont choisi cette poufiasse. Allez tous vous faire foutre. Le seul problème quand tu veux faire souvent le sourire de Miss, c'est que tu dois toujours avoir des dents très blanches. Et donc tu dois souvent aller chez le dentiste. Le dentiste qui est pour moi la pire des visites médicales. Non mais c'est vrai, on pense souvent que tu vas chez le dentiste, tu ouvres la bouche et t'as plus rien à faire pendant 1 heure. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a un monstre boulot. Rien que le moment où il doit t'anesthésier, toi là comme ça, t'attends la bouche ouverte, pendant 10 secondes, tu arrêtes de respirer jusqu'à ce que l'aiguille touche la chair. Là, mon dentiste me dit « Ça va, vous commencez à sentir des petits picotements sur le menton et sur les lèvres ?» J'ai dit « Non, pas du tout, mais alors ma joue est jusqu'à quand ?» Alors l'anesthésie n'est pas au bon endroit, on va refaire. Mais remettons ça, c'était tellement délectable la première fois. Donc le dentiste t'anesthésie à nouveau, il t'enfile une dizaine de tubes dans la bouche, il t'isole la dent avec un serre-joint, tu pars à la renverse, et c'est à ce moment-là, dans cette position particulièrement confortable, qu'il se met à te faire tout un tas de questions. Enfin, plus que des questions, ça ressemble à un interrogatoire, tu sais, avec la lumière comme ça qui t'aveugle. Il te dit... Vous êtes allé chez le dentiste l'année passée? Ah non. Et celle d'avant? Ah non. Vous passez du fil dentaire tous les jours? Ah non. Mais là, c'était mon erreur. Parce que je pensais que tu pouvais répondre seulement oui ou non. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, le mec il comprend. Mais c'est tout de même prodigieux. Imaginez les années et les années d'apprentissage pour que quand le dentiste a un patient couché, qui lui demande si ça va, que l'autre lui dit le dentiste arrive à comprendre. Ben ça va, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal à cause de l'aspirateur à salive. Non, je vous dis ça parce que moi j'ai eu des souvenirs d'enfance chez le dentiste traumatisants. On allait toujours les deux avec mon frère, paniqués comme ça dans la salle d'attente. Enfin, moi paniqué, lui tranquillou. Hein. Ça c'est les grands frères, hein, le grand mystère de l'existence. Un grand frère, c'est quelqu'un qui a la même enfance que toi, qui reçoit la même éducation, mais tout ce qui, toi, tu sais, te reste là, comme ça, en travers de la gorge pendant des années, lui, ça lui passe par-dessus. Ça va, t'as peur pour les cours? Tu dois passer ton permis? Papa et maman divorcent? Toi, tu le regardes et tu te dis, mais comment il fait? Alors, tous les grands frères ne sont peut-être pas comme ça. Moi, c'est vite vu, il est tout ce que je ne suis pas. Il est cool, il est relax, il est zen, il se prend pas la tête. Écoute, Sarah, si t'arrives pas à écrire ce séminaire, c'est normal. Arrête de te lever tous les matins, d'aller travailler à la bibliothèque. Couche-toi sur un canapé et laisse ton cerveau travailler. Tu peux pas te forcer à trouver l'inspiration. Tu dois laisser l'inspiration venir à toi. Tu sais, des fois, c'est en travaillant le moins qu'on avance le plus. Moi, je pars 3 mois en Italie, donc juste à côté. Je prépare tout à l'avance. Je paye logement et école par virement bancaire 1 mois à l'avance. J'imprime la totalité des horaires des transports publics. Je scanne et je photocopie chacun de mes documents officiels. J'établis un budget clair et précis pour chacune de mes dépenses.
Lui, il part une année en Australie, donc de l'autre côté de la planète. 2 slips, un sac à dos. Mais c'est vrai que la relation entre un frère et une sœur, c'est quelque chose qui évolue au fil des années. C'est-à-dire que quand on est petit, lui, c'est le dominateur. En d'autres termes, il te plaque au sol pour que tu ne puisses plus bouger, il est s'assied sur ta tête et il pète. Mais c'est vrai qu'il arrive aussi une époque où tu retrouves une certaine tendresse pour ce grand frère. Par exemple, lorsqu'il rentre à 22 heures d'un tir de jeunesse. J'ai vraiment beaucoup trop bu. J'ai vraiment trop bu. Mais mon pauvre Alex, mais va peut-être te faire vomir, ça te fera du bien. C'est déjà fait. Mais j'y retourne. Alors moi, pendant ce temps, je lui prépare un thé et une bouteille d'eau. Et lui me fait tout un tas de remerciements comme si une bouteille d'eau et un thé étaient les plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Merci tellement, Sarah, merci. Hein, je suis vraiment désolée, hein, mais merci, quoi, t'es tellement chou. Vraiment, ça va, toi? Et c'est vrai que les premières fois où tu sors, c'est-à-dire à 16 ans après être sorti de l'école comme les gens normaux, il arrive comme ça un peu distant vers toi, il fait... Dis donc, ça va? Ça joue? Ouais, je vais rentrer, là, hein? Tu rentres pas toute seule? Bon, fais gaffe, hein? Et toi, là, au lieu de te dire, c'est mon grand frère, c'est normal, il fait son boulot de grand frère, tu dis, ah, j'ai tellement de chance quand même, c'est mon grand frère. Par contre, il y va pas par 4 chemins. Moi, je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai pas mal de tics comme ça avec mon visage, surtout quand je suis un petit peu stressée. Il me regarde, il me dit, mais arrête avec tes tics, c'est hyper moche. J'ai envie de lui dire, mais j'y peux rien. Non, parce que vous savez que vivre avec des tics, c'est pas évident. Et ça peut même t'empêcher de pratiquer certains métiers. Moi, je vois par exemple, je sais que je ne pourrais jamais faire de la télé, parce qu'automatiquement, quand la caméra s'allume, c'est plus des tics que j'ai, c'est des tocs. Imaginez-moi quand même en train de présenter le téléjournal. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les grands titres de ce samedi 24 mai 2013. Une manne s'est produite dans les rues de Genève, bloquant le trafic. Mais il faut bien avouer, pour le coup, qu'il n'y a pas plus sincère qu'un frère. À part peut-être les amis. Oui, parce que les amis, c'est ceux qui seront toujours sincères, mais c'est aussi les seuls dont tu supportes la sincérité. Alors moi, j'ai relevé 3 types de sincérité en amitié. La première, c'est celle qui veut rester positive, mais qui doit quand même te dire ce qu'elle pense. Donc sur un ton très positif, elle te balancera de véritables horreurs. Non mais Sarah, je t'admire tellement. Tu vas vivre dans un studio seule à Lausanne. Toute seule avec toi-même, personne d'autre. Nous, tu vois, on a quand même toutes des gens avec qui on vit. Toi, tu es la seule qui est complètement seule. Non, c'est impressionnant ce que tu es courageuse. Alors la deuxième amie, eh bien c'est tout l'inverse.
C'est celle qui va creuser la discussion pour trouver le côté négatif de la situation. Comment? T'es seule dans ton école en Italie? Ah, puis tu te sens hyper mal, je pense, hein? Enfin, je veux dire, tu t'en veux d'avoir fait un choix trop précipité. Et la troisième amie, c'est ni négatif ni positif. C'est celle qui va te faire des références culturelles pour que tu comprennes l'erreur que tu es en train de commettre. Dis donc, Sarah, t'as fait péter la veste en jeans? Ouais, c'est fini les années 80, tu sais ça? Dis-moi, Sarah, tu t'es coupé les cheveux? Et puis on t'appelle comment maintenant? Jeanne d'Arc ou Mireille Mathieu? Ça, c'est quand les critiques sont négatives. Heureusement, il y a aussi tout le côté positif. Où là, par contre, j'ai noté que deux types de sincérité. Il y a la poète. Oh, mais Sarah, mais oh, t'es toute belle, hein, t'es toute bronzée. Tu as une peau de pêche et des yeux océan. On voyage avec toi. Et il y a la pro des métaphores. Écoute, Sarah, je comprends que tu aies peur de louper cet examen, mais je t'ai vu étudier, je te le dis. Il y a peut-être une petite voix au fond de toi qui pense que tu vas louper, mais il y a une chorale qui chante en canon que tu vas réussir. Sur un plan peut-être un peu plus superficiel, les amis, c'est vachement pratique aussi pour le shopping. Non, parce que moi, j'ai une seule règle en matière d'achat vestimentaire, je n'y vais jamais seule. Je demande toujours à un certain nombre de personnes de m'accompagner, elles vont choisir les vêtements à ma place, pendant que moi, j'attends dans la cabine d'essayage. En gros, moi, je ne fais pas les magasins, je fais les cabines d'essayage. D'ailleurs, enfin, je veux dire, entre vous et moi, qu'est-ce qu'on est bien dans ces cabines, hein? Déjà, la place, le palace. Tu rentres dans la cabine, tu n'es pas sûr de savoir retrouver la sortie. Et puis alors, la lumière, tu sais, pas trop fort, qui cache bien tous ces petits défauts sur lesquels tu ne peux pas t'attarder le matin quand tu te regardes devant la glace. Là, tu ressors de la cabine, tu te dis « Mon Dieu, ai-je toujours été aussi divine ?» La grosse difficulté, par contre, quand tu demandes à des gens de t'accompagner, c'est de choisir le bon nombre d'accompagnants. Moi, mon record personnel, c'est 5. C'est beaucoup trop. Alors, je ne sais pas si 5 femmes pour en habiller une 6e, ça crée une surcharge hormonale ou quoi. En tout cas, le magasin était pratiquement au niveau d'alerte. Parce que paradoxalement, plus il y a de gens qui choisissent de vêtements, moins il y a de vêtements qui parviennent jusqu'à la cabine. Toi, tu es là, ça fait une demi-heure que tu es en sous-vêtements, que tu attends, et tu les entends dehors qui se disputent. Oh non, mais pas ce tissu, c'est trop moche. Oh, mais non, mais pas du rouge. Tu veux que ça la grossisse ou quoi? Non, le bon nombre d'accompagnants, c'est 3. Parce qu'en une demi-heure, tu as essayé 54 vêtements. Au mieux, il y en a 2 qui te vont. Tu te sens grosse et moche. Et le pire, c'est que tu ne peux pas t'offrir une petite glace comme récompense. Parce qu'évidemment, c'est mauvais pour la ligne. Mais le pire, je crois quand même que c'est les vendeuses qui te pourchassent dans tout le magasin. Toi, par exemple, quand tu vas acheter un bon soutien-gorge, la vendeuse, elle ne va pas se contenter de te conseiller. Elle vient avec toi dans la cabine, elle réajuste les bretelles, elle croche le soutien-gorge, elle remet tes seins dans les bonnets. Messieurs, imaginez un petit peu le traumatisme. Si vous aviez vous acheté un boxer... Moi, je vois, un jour, j'ai essayé un bon soutien-gorge, je mets un top par-dessus que je venais de m'acheter, j'ouvre le rideau et j'entends la vendeuse. Ah non, 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 non! Écoutez, madame, non! Alors ça, c'est pas un top, hein, ça, c'est
exemple, c'est un sac. Alors, m'achetez pas un joli soutien-gorge, c'est pour mettre un sac par-dessus. Anna, viens dire à madame que c'est pas un sac, c'est un sac. Arrive sa collègue, je ne vous mens pas. Comme ça. Ah oui, non, ça va pas du tout, hein. Mais vous mettez pas du tout assez vos formes en valeur. Non, je vais lui prendre autre chose. Qu'est-ce que je prends? Un 38? Mais un 38, évidemment. En même temps, vous me rapporterez la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'adresse. Et quoi qu'il en soit, ces soutiens-gorge, c'est de la grosse arnaque. Parce que t'as beau avoir un beau soutien-gorge, il arrive toujours le moment où un homme doit le décrocher. Et c'est vrai que quand t'es une femme, t'as une certaine poitrine, au début tu peux te dire « Waouh, super, j'ai des seins !» Seulement c'est génial quand il reste à l'intérieur du soutien-gorge. Bien tenu par deux bretelles stables. Ça se complique, toutefois, quand arrive le moment délicat du décrochage du soutien-gorge. Pour moi, personnellement, ça se passe en 2 temps. Poum! Alors là, le petit conseil que je vous donne, c'est d'adopter la position couchée au moment du décrochage. Avec petit plus, les 2 bras serrés, tendus en arrière. Position très naturelle d'ailleurs. Et ceci, bien évidemment, jusqu'à extinction des feux.